Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Charente Libre. L'urgence climatique, l'explosion des coûts des énergies fossiles, la nécessaire transition énergétique. Entre le réchauffement climatique documenté notamment par le GIEC, le retour de la guerre en Europe, en Ukraine, la hausse du prix du pétrole et du gaz et leur impact sur la planète, la transition énergétique n'est plus seulement une préoccupation macroéconomique, elle a fait irruption dans le quotidien de chacun. Que ce soit par conviction ou par nécessité, elle est là et elle est essentielle. Comment agir à notre échelle? Quels réflexes faut-il avoir? Comment la financer et ne pas la sacrifier sur l'autel des contraintes financières? Pour aborder toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui 3 invités avec qui cette émission a été réalisée en partenariat. Antoine Morneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des entreprises et des engagements du Crédit Agricole Charente-Périgord. Annabelle Vignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Solia, l'association qui est au service de l'habitat, chargée de la solidarité de l'habitat. Et Karine Joussen, bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Biomotique, cette entreprise qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et qui est basée à Soyaux et à Yersac. Mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale. Et nous commençons tout de suite avec vous, si vous le voulez bien, Madame Joussen. L'urgence de la transition énergétique que j'évoquais il y a quelques instants en introduction, vous la sentez dans les demandes de votre clientèle au quotidien? Oui, en tant que professionnels des énergies renouvelables, nous constatons bien sûr dans la demande de nos clients cette urgence. Et je dirais que nous sommes enfin passés en 10 ans de l'idée à l'action. La transition énergétique, il faut bien comprendre qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais c'est en fait un mouvement de fond de transition et de transformation de l'ensemble du modèle énergétique. Pour répondre à ce mouvement de fond, nous avons pris des engagements européens, en particulier en 2015 dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui visait 6 grosses masses. Tout d'abord, réduire la consommation énergétique finale. Et je pense qu'on peut faire un raccord avec le plan de sobriété énergétique que l'on a connu en 2022 et se dire qu'effectivement, on était assez loin des objectifs que nous nous étions fixés. Un deuxième point, c'était un engagement sur la réduction de la consommation des énergies fossiles. Donc, par énergie fossile, on va entendre le charbon, le pétrole, bien évidemment le gaz. Une baisse également significative de la part du nucléaire dans la production électrique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en termes de référence, on peut se dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, à peu près 75% des gigawatts qui sont produits proviennent de la filière nucléaire. Nous avons également pris des engagements sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Et là encore, beaucoup de retards ont été pris. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent à peu près 20% du mix énergétique. Et la Nouvelle-Aquitaine fait plutôt figure de bon élève, puisque la Nouvelle-Aquitaine arrive à avoir un taux d'ENR qui est de l'ordre de 27%. Ça veut dire qu'en Charente, aboutir à l'autoconsommation, c'est possible selon vous? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, on va enlever tous les tabous qui sont de l'ordre de la situation géographique, puisque en fait, on s'aperçoit que les régions les plus productives en solaire photovoltaïque sont bien évidemment le Sud-Est, l'Occitanie, mais aussi également le Grand Est et les Hauts-de-France. Après, une fois qu'on a enlevé cette partie géographique, bien sûr, il peut y avoir un frein financier ou un frein de l'ordre du type de bâtiment. Et bien sûr, oui, on peut autoconsommer en Charente dans certaines proportions. Madame Mignon, vous y croyez, vous, l'autoconsommation en Charente? Écoutez, oui, pourquoi pas. Sur les maisons individuelles, effectivement, des installations peuvent être prévues. Après, il faut que les ménages soient en capacité économiquement d'affronter cette transition-là. Voilà, donc nous, au niveau de l'association, effectivement, on accompagne plutôt les personnes
fragiles, défavorisés, à ressources modestes et très modestes. Donc on est sur une approche déjà de répondre à des besoins au niveau du logement. Et dans les perspectives futures, il ne faut pas, comme vous le disiez, s'interdire de rêver à l'autoconsommation. On en parlera dans quelques instants ensemble. On va rêver ensemble dans quelques instants peut-être. Monsieur Morneau, Crédit Agricole Charente-Périgord, vous êtes allé donc jusqu'à mettre en place une filière énergie et climat. Qu'est-ce que c'est que cette filière énergie et climat et quel est son rôle exactement? Alors peut-être qu'on pourrait préciser le cadre qui a prévalu pour la création de cette filière. Tout est parti à la fois d'une responsabilité et d'une ambition. La responsabilité, elle repose sur le caractère même de la banque, qui est une banque coopérative, mutualiste, qui plus est, qui détient 50% de parts de marché, notamment dans le domaine de l'habitat. Et puis l'ambition, c'est l'ambition d'être un véritable acteur financier des transitions, y compris bien évidemment la transition énergie-climat. Donc l'idée, c'est de permettre au territoire de coller aux ambitions nationales, celles que vous avez écrites, madame, et on s'est fixé une ambition 2030 et 2050, et quand on ramène les ambitions nationales au territoire de la Charente, à peu près, il faut multiplier par 2 la production d'énergie et réduire de 20% la consommation d'énergie. Donc, dans ce cadre-là, la caisse régionale, elle s'est fixé les moyens, elle s'est donné les moyens, avec une organisation transversale, cette fameuse filière énergie-climat, qui est dotée de beaucoup de compétences, dédiée à l'accompagnement de toutes nos clientèles. Ça, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on y reviendra. On considère qu'on est tiers de confiance, compte tenu notamment de cette part de marché que j'évoquais tout à l'heure et cette antériorité sur le territoire, pour travailler les sujets de production et d'efficacité énergétique, à la fois en finançant et en conseillant nos clients. Ça veut dire que oui, dans l'esprit des gens, une banque c'est l'argent et vous êtes allé plus loin. Aujourd'hui, votre rôle, il peut aller jusqu'au conseil, c'est cela? Oui, clairement, on est aujourd'hui en capacité, sur les projets que nous accompagnons, d'avoir une analyse économique, technique, financière, juridique. Alors ça, c'est pour les dossiers les plus importants, mais quand on en sera à financer notamment les sujets de l'autoconsommation, on ne s'interdit pas, bien évidemment, d'aborder avec un angle conseil très marqué, très fort, d'aborder ce sujet-là avec nos clients. Vous avez utilisé il y a quelques instants le terme de rôle de tiers de confiance. Madame Joussen, vous-même, vous êtes, je crois, assez critique sur les acteurs qui ont pu œuvrer dans le secteur des énergies renouvelables il y a quelques années. Est-ce que le marché, de ce point de vue-là, s'est assaini? Alors oui, il s'est assaini. J'aime bien le terme que M. Morneau a expliqué d'un tiers de confiance, car j'ai envie de dire confier son toit. C'est confier une partie de sa vie. Il faut savoir que les énergies renouvelables, représentent des investissements, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour des personnes parfois en situation modeste, ce sont de gros investissements. Et je pense qu'il faut être à la hauteur, le professionnel se doit d'être à la hauteur de ce qu'il propose. Et là, je voudrais saluer les organisations professionnelles, la CAPEB, la FFB, qui a fait en sorte que les artisans montent en compétences, évoluent, que l'État diligente via le Consuel, via des audits extérieurs, contrôle et soit, je dirais, que les personnes qui se laissent tenter par les énergies renouvelables n'est pas que le mauvais réveil après le rêve. Vous luttez les uns les autres contre les marchands de rêve, c'est ça? Bien sûr, naturellement. Et moi, je dirais que pour tous vos projets d'énergie renouvelable, privilégiez des acteurs locaux, des artisans, où vous pourrez pousser la porte pour leur dire que ça ne va pas. Et surtout dans les marchands de rêve, l'installation photovoltaïque à 1 €, ça n'existe pas. France Rénov qui propose de vous accompagner avec là aussi un financement total, ça n'existe pas et je pense que c'est important de le marteler. Les offres miraculeuses sur des salons ou foires, pensez bien que lorsque vous signez ce genre de choses, vous perdez votre droit de rétractation de 14 jours. Et les énergies renouvelables, c'est tout sauf quelque chose qu'on achète par
en se laissant prendre par un argumentaire commercial. Madame Vignon, j'imagine qu'avec oui. vous êtes sollicitée et concernée par ce problème-là avec les personnes que vous suivez. Oui, alors au-delà des panneaux photovoltaïques, déjà sur les combles à 1 euro, on a eu maintenant les pompes à chaleur, on va avoir les audits énergétiques à 0 euro. Donc effectivement, par rapport, nous, aux ménages qu'on accompagne dans notre cœur de métier qui est la réhabilitation accompagnée au niveau de l'association, c'est doublement, enfin c'est vraiment dangereux en fait parce que donc déjà c'est le public fragile est vraiment tenté et séduit par des devis qui ne lui coûtent rien. Il y a un danger technique, c'est que déjà les choses soient très mal faites, ne fonctionnent pas. Donc ça peut mettre vraiment en grande difficulté des ménages qui n'ont absolument pas les moyens. Vous n'aurez aucun artisan qui viendra reprendre une ITE, isolation thermique par l'extérieur, ou intervenir sur une pompe à chaleur défectueuse qui a mal été mise en place. Déjà. Et après, par rapport, nous, à notre accompagnement, et on fait une visite du logement, on accompagne donc ces ménages d'un point de vue social, administratif, financier et technique. Quelqu'un qui fait mettre une pompe à chaleur dans une maison où il n'y aurait pas forcément besoin, mal dimensionné, etc., lui fait perdre tout autre financement possible qui aurait été bien plus intéressant. Et nous, on est vraiment pour un projet global, essayer vraiment de définir avec le ménage un projet global qui est performant et ensuite, avec les capacités financières du ménage, étudier son financement. Voilà. Puisque votre travail, c'est la lutte contre la précarité énergétique, c'est cela ? Oui, c'est l'objet de notre association, c'est de favoriser, de maintenir les personnes les plus fragiles et vulnérables dans leur habitat. Et donc, on a plusieurs agréments, on est acteur de l'économie sociale et solidaire, et on est une association dans un mouvement associatif au niveau national. Donc, il y a presque une association Solia dans chaque département. Et donc, on est vraiment un accompagnateur neutre, indépendant de toute entreprise. Dans ce sens, voilà, c'est vraiment ce qu'on fait. Monsieur Morneau, toujours à propos de cette précarité énergétique, vous l'avez souligné lorsque nous avons préparé cette émission, vous avez parlé du taux de 18% des passoires énergétiques en Charente. Votre rôle, c'est de rendre finançable la rénovation de ce parc ancien, c'est cela ? Ah oui, exactement. Je pense que c'est très bien résumé. C'est de notre responsabilité. J'évoquais tout à l'heure nos 50% de parts de marché. Alors bien évidemment, j'allais dire, on le fait déjà, on distribue de l'éco-PTZ, etc. Mais ce qu'on travaille actuellement, c'est d'aller au-delà. C'est-à-dire, et ce qui nous guide fondamentalement, c'est que la transition énergétique ne soit pas un nouveau sujet d'exclusion pour nos clients. Donc on travaille les sujets de durée de financement, les sujets de garantie, les sujets de montage aussi, d'intégrer par exemple les économies d'énergie dans les revenus futurs pour mieux solvabiliser les projets qu'on nous soumet, etc. Et on pense que mis bout à bout, ces solutions doivent nous permettre d'accompagner les plus modestes dans le sujet de la transition énergie-climat, qui intègre, on l'évoquait, éventuellement les sujets d'autoconsommation, mais surtout les sujets d'isolation des maisons ou des appartements. Madame Vignon, tout le monde n'est pas finançable par le secteur bancaire traditionnel. Oui. Avec Solia, quelles solutions ou quelles expertises apportez-vous ? Alors, notre association n'est pas financeur, d'accord ? Donc, on fait vraiment de l'accompagnement et on mobilise. On va, pour les personnes éligibles en termes de ressources, on va pouvoir mobiliser des subventions auprès de l'État, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Il y a aussi les collectivités qui lancent des programmes d'amélioration de l'habitat et qui peuvent abonder. Donc, c'est vraiment l'objet d'ailleurs de ces programmes. Nous pouvons mobiliser des aides du département, des caisses de retraite. Pour les personnes les plus fragiles, on a un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et il nous arrive de défendre certains projets de propriétaires les plus fragiles. Voilà, au niveau des financements. Après, sur l'approche du reste à charge,
D'abord, si donc il y a un financement, un prêt nécessaire pour le financement du reste à charge, les ménages vont voir leur propre banque. Et ensuite, on a un partenariat avec Procivis, qui est une coopérative spécifique et qui, dans le cadre de ses actions sociales, peut préfinancer les aides et proposer des prêts à mission sociale à un taux de 0%. Ça reste quand même une approche bancaire. Il ne s'agit pas de mettre le ménage en difficulté par rapport à des remboursements. Voilà. Mais c'est quand même un partenaire très important, en plus de toutes les subventions. Donc, par exemple, pour les ménages très modestes, au niveau de l'ANA, déjà, on peut mobiliser 50% de subventions sur un projet de travaux plafonné à 35 000 € hors taxe. Donc, il reste la moitié à financer. Ça reste important. Si le ménage habite sur le secteur de Grand-Angoulême, au niveau de la ville d'Angoulême ou Barbezieux, Saint-Hilaire, qui sont des collectivités qui ont mis en place des programmes, eh bien, le reste à charge diminue. Madame Joussen, dans votre travail au quotidien, est-ce que vous notez que les finances, c'est un frein ? Bien sûr, dans un climat inflationniste comme il est aujourd'hui, c'est bien naturellement un frein. Mais je pense que l'investissement et en tout cas la recherche d'une autre énergie, celle qu'on ne consomme pas, est toujours celle qui coûte le moins cher. Donc il est vrai que malgré tout, si on peut anticiper tout ce qui est économie d'énergie, oui, bien sûr, c'est important. Je prends un exemple tout bête. Nous avons récemment été consultés par un prospect qui voulait absolument une installation photovoltaïque en toiture parce qu'il avait une facture d'électricité qui était très importante. On s'est rendu chez ce prospect. Effectivement, on a été un peu effarés par ces factures d'électricité et on s'est aperçu que la maison était équipée qu'avec des radiateurs type grille-pain. Eh bien, par exemple, là, en tant que professionnel, on a été dans notre rôle de conseil en disant on ne pense pas que la priorité, ça soit effectivement de placer notre produit, mais d'avoir une réflexion plus large. Et à ce moment-là, on envoie bien sûr vers des tiers de confiance comme peuvent être Solia, où effectivement régulièrement on a des personnes qui peuvent être accompagnées dans ce cas de figure-là. Donc vraiment, on est vraiment dans une posture d'être sûr que le produit correspond aux besoins. La transition, elle est de plus en plus chère, avec des facteurs qu'on a abordés tout à l'heure, la guerre en Ukraine, le plan de charge des entreprises, la hausse des coûts. Est-ce que son urgence, selon vous, les uns les autres, arrive dans une impasse ? Qui veut répondre ? Le financier va commencer après. Effectivement, c'est compliqué. Effectivement, ça coûte cher, mais on n'a pas le choix. Donc, ça veut dire aussi probablement qu'il va falloir prioriser les investissements. C'est vrai pour les particuliers, c'est aussi vrai pour les entreprises, les agriculteurs, les professionnels et les collectivités locales, notamment avec le logement social. Donc, effectivement, il y a des projets qui ne se feront pas ou qui seront décalés dans le temps pour permettre à cette source d'investissement qui porte des économies et puis qui va nous aider, on l'espère, à rester dans des conditions de vie satisfaisantes. Donc, oui, il faut s'engager sur ces investissements. Mesdames ? Moi, si je peux juste apporter une toute petite pierre à l'édifice, juste 3 données qui me paraissent importantes. Aujourd'hui, en France, la consommation finale d'énergie est de 1450 TWh. Donc, dit comme ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Mais si on ramène ce chiffre de 1450 TWh, on voit que la filière solaire photovoltaïque en produit 15 terawatts, donc assez peu, et donc il y a une marge de progression importante. On a 520, dans ces 15 terawatts, on a 520 gigawatts qui sont produits par des projets d'autoconsommation, donc par des particuliers. Et selon les sources Enedis, en 2022, on comptera 240 000 autoconsommateurs individuels raccordés au réseau de distribution.
Donc peut-être à votre question, on peut essayer d'être un tout petit peu optimiste, se retrousser les manches et se dire qu'ensemble, on va y arriver. Bah, c'est sûr, de toute manière, il faut œuvrer dans ce sens. Hein. On n'est pas là pour dire que c'est foutu. Et moi, j'ai peur juste que ça creuse les écarts, en fait. Hein. C'est le risque. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment une stratégie politique et des priorités, comme vous le disiez. Les ménages les plus modestes, pour les emmener vers cette transition énergétique, il va falloir les aider. Ça, c'est sûr. Je vous propose une question maintenant, encore à nouveau un peu collective et plutôt pratique. On va prendre un cas assez banal. J'ai un foyer de 4 personnes, une maison avec une chaudière au gaz plutôt récente. C'est un foyer avec un foyer ouvert, de l'électricité pour la cuisson et le reste. Comment je rends ma maison plus verte? Qui peut répondre à cette question? Pas le banquier. Alors, techniquement, si on peut là aussi apporter notre pierre à l'édifice, on vérifie son isolation. On s'assure que si on a eu de la laine de verre pulsée ou ce genre de choses, qu'elle soit toujours bien en place. On remplace tout de suite son foyer ouvert parce que le foyer ouvert, il émet des particules fines et il contribue à la production de gaz à effet de serre. Et en plus, il a un rendement qui n'est pas très très bon. On privilégie un poêle à bois ou un poêle à granules. On se pose des questions aussi sur la production de son eau chaude. Aujourd'hui, on connaît très peu la thermie solaire. Il faut savoir qu'au-delà du photovoltaïque, l'énergie solaire peut permettre de chauffer votre eau. Ça, c'est important aussi. Et puis après, bien évidemment, on réfléchit à produire son électricité pour l'autoconsommer et éventuellement revendre le surplus. Et surtout, quand on se pose à l'instant T pour réfléchir de savoir comment on rend sa maison verte, on se projette aussi dans le temps et on se dit qu'est-ce qu'on veut faire de ce bien? Est-ce qu'on souhaite changer de l'électroménager? Est-ce qu'on va un jour passer à la voiture électrique? On a une vision prospective des choses parce qu'encore une fois, une économie d'énergie, on la fait sur le long terme. Donc voilà une réponse technique. Peut-être une réponse financière. C'est la solution la plus pertinente financièrement pour rendre ma maison plus verte. Souvent, on a difficulté à s'y retrouver un peu dans la prime rénov', la prime éco. Éclairez-nous un petit peu là-dessus. Oui, alors c'est un peu le chemin du combattant. D'ailleurs, dans les sujets de conseil que l'on veut développer, on intègre bien cette dimension, entre guillemets, prendre le client par la main et non pas être uniquement sur le sujet du financement, mais s'assurer que le montage soit le bon et puis que le chemin emprunté pour les primes que vous évoquiez, madame, soit le bon. Donc, vraiment, mais on revient toujours sur les mêmes thèmes qu'on évoque tous les trois depuis le début. Il faut aborder ça, j'allais dire, sereinement, avec des tiers de confiance. Je pense que tous les trois autour de la table, nous en sommes, pour permettre à nos clients de les éclairer, de faire les bons choix. Après, chacun dans notre rôle, on apportera la brique qui permettra de rendre le projet supportable financièrement et puis efficace tout simplement pour le ménage. Je crois, Madame Joussen, que vous teniez à évoquer l'origine des panneaux photovoltaïques avec peut-être l'espoir un jour d'une véritable filière européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, aujourd'hui, il est vrai que les modules solaires sont issus pour grande partie de Chine ou d'Asie. On trouve quelques assembleurs en France et en Europe donc, qui se contentent d'assembler. Le silicium et plus généralement la cellule photovoltaïque et le semi-conducteur viennent effectivement de l'extérieur. Ceci étant, selon les données de l'ADEME, aujourd'hui, après 18 mois d'exploitation, un module solaire produit plus d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre que lors de tout son process de fabrication, y compris d'acheminement. Donc, on peut y voir quelque chose d'un petit peu positif. Et ce qu'on peut en retenir surtout, c'est au-delà de cette fabrication à l'instant où on se parle,
L'Europe s'est vraiment dotée d'une ingénierie importante en termes de traitement de déchets, puisqu'aujourd'hui, on sait retraiter à peu près 90% du module solaire, et ça, c'est aussi un enjeu pour la planète de demain. Et dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a quand même quelques beaux projets émergents, en particulier, je pense au projet de Gigafactory de modules photovoltaïques en France ou de batteries solaires. Donc je pense que ça sera des enjeux de l'industrie verte de demain, qui seront sans nul doute des enjeux économiques et géopolitiques, mais qui devront faire attention, bien sûr, à ne pas laisser sur le côté certainement les plus précaires. Mais voilà, je pense que là, la France et l'Europe a une vraie connaissance maintenant dans le solaire, et la production devrait suivre. La transition énergétique, on en a parlé tous ensemble depuis une vingtaine de minutes, ça concerne les particuliers, mais ça ne concerne pas que les particuliers, ça concerne aussi, c'est aussi l'affaire des professionnels, ce sont des entreprises. Monsieur Morneau, peut-être prenons la vôtre. Quelles mesures vous avez mises en place très concrètement ? Alors, on a commencé par rénover nos sièges. Celui de Soyaux, que je pense que vous connaissez, et puis on en a reconstruit un à Bergerac. Et les économies d'énergie liées à ces restaurations ou cette construction viennent couvrir une part énorme du coût de l'investissement. Donc déjà, on a là la preuve que bien isolé, bien climatisé, ou mieux climatisé et mieux chauffé, on arrive à faire des économies substantielles. Ça, c'est pour nos bâtiments. On a fait la même chose dans notre réseau d'agences. On a changé nos pratiques. Cet hiver, on a moins chauffé. Cet été, la clim sera réglée au-dessus de 26 degrés. Bref, tout ça permet de réduire quand même significativement les consommations. Les voitures qui sont mises à disposition des collaborateurs sont maintenant des voitures électriques, uniquement électriques. On a un parc qui n'est qu'électrique. On a 35 bornes électriques sur nos sites et dans nos agences. Et l'objectif, c'est, je crois, d'ici 2025, d'en avoir 35 de plus. Voilà, donc on fait ces choses-là. Et puis dans le même temps, on a à Bergerac, par exemple, développé des ombrières sur nos parkings. On a un projet identique sur Soyaux. Et on est en train de tester le sujet de l'autoconsommation sur notre première agence à Boulazac, à côté de Périgueux. Voilà. Donc nous aussi, en tant qu'entreprise, je rappelle qu'on emploie 1300 personnes, on a beaucoup de locaux, on s'engage fermement dans cette voie-là. Et les professionnels que vous suivez, comment vous les accompagnez ? Alors là, c'est un process d'accompagnement qui est très complet. On est à la fois sur la validation des modèles économiques, des montages juridiques et financiers, on met en place des financements adaptés, parfois qui sont très complexes pour les projets les plus importants. Et puis, on va jusqu'à faire des choses un peu nouvelles sur le sujet de l'énergie. Notamment, là, on a pris récemment des participations dans 2 méthaniseurs en Dordogne, de manière à envoyer les fonds propres nécessaires pour permettre le bouclage des plans de financement. Madame Joussen, le secteur des entreprises, il est demandeur dans ce domaine ? Alors, le secteur tertiaire est demandeur, puisque, en fait, en tout cas sur l'énergie renouvelable solaire, puisqu'en fait, l'activité tertiaire a une activité avec une consommation talon qui correspond aux périodes de production, aux périodes d'ensoleillement. Donc, effectivement, les activités tertiaires sont un client des énergies renouvelables. Et chez Biomotique, ils représentent une part non négligeable des clients. Et au-delà du secteur tertiaire, c'est timide ? Le solaire, le solaire, on va le trouver assez peu dans les commerces, ou alors on va le trouver dans la grande distribution. Oui. On a, en fait, dans le solaire, tout est à grandeur, on va dire, variable. Donc, soit des petits projets, soit des très gros projets. Il est vrai que sur le commerce, le solaire est encore assez peu présent. Un secteur économique dont il faut parler peut-être pour terminer, si vous le voulez bien, c'est évidemment le secteur du cognac qui nous concerne tout particulièrement en Charente. Peut-être Monsieur Morneau, est-ce que vous participez, vous, aux différents plans, aux recherches de la filière dans ce domaine ? Tout à fait. Alors, excusez-moi, je reviens un peu à la question d'avant pour illustrer ce que disait Madame Joussen. Nous, on a financé, accompagné 750 projets, avec un rythme qui s'accélère puisqu'on est maintenant à plus de 100 projets par an. Et quand on met bout à bout tous ces projets,
le productible, comme on dit, représente la consommation de 32 000 personnes, donc à peu près les 3/4 de la population d'Angoulême. Donc c'est vraiment une accélération. Et donc là, on est sur le sujet du productible. Après, effectivement, sur le sujet des économies d'énergie à réaliser, on a un véritable enjeu sur la filière cognac. Vous savez que la consommation de gaz à Cognac représente une demi-journée de consommation nationale, donc c'est pas rien. Donc on est associé aux réflexions, on espère prochainement intégrer les programmes d'innovation portés par l'interprofession du cognac, mais d'ores et déjà, par exemple, on a des programmes de financement, de changement, par exemple, de brûleurs de distillerie qui permettent de réduire significativement de l'ordre de 20%, mais c'est déjà beaucoup, les consommations de gaz liées à la distillation. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, une émission qui est à voir et à revoir sur charentelibre.fr. Très bonne journée à tous.